Aujourd'hui, on va parler de programmation orientée objet et on va essayer de voir si vous avez vraiment compris ce qu'est la programmation orientée objet. Parce qu'on va voir déjà ce que c'est aujourd'hui, ou plutôt ce qu'on en dit, ce que l'on enseigne dans les cours, ce qu'on enseigne sur internet, et cetera. Ce sur quoi le focus est mis et ce que c'était à l'origine lorsque ça a été inventé. OK? Donc déjà pour commencer, la programmation orientée objet, ce n'est pas les classes, ce n'est pas l'héritage et ce ne sont pas non plus, contrairement à ce qu'on pourrait croire, les objets. Donc ça, c'est ce qu'on enseigne régulièrement lorsqu'on voit des cours sur la programmation orientée objet. L'accent est vraiment mis sur les outils de construction en fait qui sont présents dans les compilateurs et dans les langages de programmation qui permettent de coder plus ou moins en orienté objet. Sauf qu'on peut faire de l'orienté objet sans ces trois éléments. Enfin, sans les objets, c'est un petit peu plus compliqué, mais sans les classes et l'héritage, en tout cas, ça c'est une certitude. Ok. Donc, Alan Kay, qui est celui qui a inventé le concept de orienté objet, a dit dans une vidéo assez intéressante qui date, je crois, des années 80-90, où justement il parlait du paradigme orienté objet, et il disait: I made up the term object oriented, and I can tell you I did not have C++ in mind. Alors ça, c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, le C++ est considéré comme étant l'un des plus grands langages, l'un des pionniers en fait, des langages de programmation orientés objet, l'un des premiers à être le plus utilisé. Et le problème que l'on a avec ce langage, ou plutôt que Alan Kay a avec ce langage, c'est que le C++ a adopté les idées secondaires de l'orienté objet, c'est-à-dire les classes, l'héritage et les objets, sans prendre en compte les idées les plus importantes. Parce que le C++, en fait, bien Strostrup, qui était très proche et qui a beaucoup aimé les idées de Alan Kay dans le langage Smalltalk, a toujours voulu conserver de très hautes performances dans son langage de programmation, du coup C++. Et les idées principales de l'orienté objet impliquent de sacrifier ses performances. Donc du coup, il a pris une partie des concepts qui l'intéressaient, il a jeté le reste. Donc, le problème, c'est que la plupart des langages courants aujourd'hui, comme le Java, le C Sharp, etc., sont plus inspirés du C++, qui a été créé par Björn Strostrup, que le Smalltalk créé par Alan Kay. Donc, le problème que l'on a aujourd'hui, c'est que tous ces langages extrêmement populaires rendent difficile la mise en application du véritable paradigme objet. Alors la question qu'on se pose maintenant, c'est qu'est-ce que le véritable paradigme objet? Alan Kay nous dit que pour lui, c'est dans une interview de 2003, la programmation orientée objet, ça a toujours été messaging, local retention and protection and hiding of state process, and extreme late binding of all things. Quand on a compris ce que signifie cette phrase-là, on a absolument tout compris au paradigme objet. Donc on va les voir, on va voir chaque élément les uns après les autres. Donc d'abord, messaging, les objets communiquent par message. Ok. Donc l'accent déjà dès le début n'est pas mis sur les objets, mais sur le fait qu'il existe des choses, des systèmes, des objets. On verra plus tard que c'est quelque chose qui peut s'étendre au-delà de la programmation. Et ce qui est important, c'est le fait que ces choses-là communiquent par message. Et donc du coup, que ce qui est le plus important dans la programmation orientée objet, ce sont les messages qui circulent dans le système. Ok. Ensuite, hiding of state process, donc les objets, ou en tout cas les systèmes, encapsulent leur état interne et la façon dont ils fonctionnent et leur état interne sont absolument opaques. Ça ne concerne que. C'est un détail d'implémentation. Chaque système est responsable de la façon dont il représente son état interne et ce n'est pas à d'autres objets ou à d'autres entités du système de dicter à un objet quoi faire. Et ça, c'est extrêmement important. On le verra peut-être dans une autre vidéo. Cette notion de on ne dicte pas à un objet quoi faire. Et ensuite, extreme late binding. On ne sait qu'au dernier moment quel objet recevra le message. Et c'est peut-être cette phrase qui est un peu difficile à comprendre lorsqu'on n'est pas bien à l'aise avec le fonctionnement des langages de programmation et des compilateurs. Donc, par défaut,
lorsque l'on parle non pas de messagerie, mais d'invocation de fonction, parce que ça, c'est l'un des premiers points flous que l'on peut avoir avec la programmation orientée objet. Est-ce que le fait d'invoquer une fonction sur un objet, c'est la même chose que lui envoyer un message? Donc la réponse est non. Pourquoi? Parce que quand on invoque une fonction dans un objet, sur un objet, pardon, au moment de la compilation, donc au moment où la ligne de code est exécutée, ou plutôt, enfin ça dépend si c'est interprété ou compilé, mais en tout cas au moment où la ligne de code, en tout cas, elle est écrite et elle doit être interprétée d'une façon ou d'une autre, on sait déjà quel code va être exécuté. Parce que l'objet est extrêmement concret. On sait quel objet va recevoir cette invocation et donc du coup on sait quelle fonction va être invoquée au moment de la compilation. Tandis que lorsque l'on passe sur du extreme late binding, en tout cas du late binding en général, on n'est plus sur un paradigme d'invocation de fonction parce que dans la fonction que l'on est en train d'analyser, que l'on est en train de compiler ou d'interpréter, on ne sait pas encore quel est l'objet qui va recevoir ce message ou qui va en tout cas, enfin dans le cadre de late binding, c'est exactement ça, c'est recevoir ce message. On ne sait pas d'avance quelle fonction va être exécutée jusqu'au moment où le code va être exécuté. Je vais vous montrer un petit exemple de code, ce sera beaucoup plus simple et beaucoup plus parlant. Donc je vous ai pris ici volontairement un exemple en JavaScript. Donc JavaScript, c'est un langage interprété avec un typage dynamique. Ok. Et je vous ai pris un exemple assez simple. Donc on a un générateur de rapports avec une fonction generate. Donc dans cette fonction generate, on va ici compute un rapport, donc ça va être une chaîne de caractères ou un CSV ou je ne sais pas, c'est pas important pour l'exemple. Et ensuite, on va uploader cette data quelque part. OK? Là, on est sur un exemple flagrant de late binding parce que de toute façon, lorsque l'on est, dans un langage dynamique, c'est très difficile de faire autrement. Pourquoi? Parce que lorsque le compilateur ou lorsque l'analyseur statique ou lorsque vous-même vous allez consulter ce code-là, si vous n'avez que ce fichier sous les yeux, vous ne savez pas, en lisant cette ligne de code, quelle fonction va être appelée. Vous savez qu'il y a quelque chose qui s'appelle storage, qui va avoir une fonction upload, mais vous ne savez pas encore à ce moment-là quelle va être cette fonction. L'autre cas, celui où vous êtes plus dans du early binding, ce serait celui où vous avez une classe storage ici, ok, et que cette classe, elle n'est pas injectée ici, mais elle est instanciée, par exemple de cette façon-là. Ok. Et là, on va avoir une méthode upload. Et là, on est sur du early binding parce qu'on sait au moment de l'analyse de ce fichier-là, on sait très bien que la méthode upload qui va être appelée, ça va être celle-ci. Ok. Mais si je reviens en arrière, si je reviens là où j'en étais avant, là, je sais juste que j'ai quelque chose qui s'appelle storage, qui est un objet, qui est un système, qui peut être absolument n'importe quoi. Tout ce que je sais, en tout cas tout ce que je définis avec cette classe, c'est qu'elle doit être capable de comprendre le message upload. Donc là, on n'est plus dans de l'invocation de fonction. On va avoir une plomberie, une tuyauterie à l'intérieur de l'interpréteur, du compilateur, peu importe, qui, au moment de l'exécution de cette ligne de code, va essayer de chercher s'il existe une fonction upload assignée à cet objet-là. Donc la résolution de la fonction, elle se fait vraiment au moment de l'exécution. C'est pour ça qu'on appelle ça de l'extreme late binding. On ne sait pas quelle fonction va être appelée jusqu'au tout dernier moment, c'est-à-dire jusqu'au moment où elle est invoquée. Et donc du coup, il va y avoir une tuyauterie qui va aller chercher dynamiquement cette fonction. Si elle existe, elle va l'invoquer en lui passant cette data. Si elle n'existe pas, on peut avoir tout un tas de mécanismes différents. Bon, en JavaScript, tout ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir une erreur, quoique je crois que l'API de JavaScript permet d'intercepter le cas où une fonction est appelée et qu'elle n'est pas détectée. Je sais que dans Smalltalk, en tout cas, il y a toujours la capacité d'intercepter un message qui n'est pas compris pour justement réagir. C'est ce qui nous permet de créer des systèmes qui sont résilients. Ok. Donc ça, c'est l'extreme late binding. Le pendant que l'on a dans les langages statiques, c'est le fait d'utiliser une interface. Donc là, je suis passé plus dans la partie TypeScript et j'ai défini une interface
Et tout ce que je sais depuis mon objet report generator, c'est que j'ai une interface storage qui prend en paramètre, enfin qui accepte le message upload. Ce qui est un petit peu confus, ce qui me déplaît un petit peu avec les langages statiques, c'est que on perd un petit peu cette notion d'envoyer un message parce que là, on définit une interface et on définit une méthode, en tout cas une signature de méthode. Et donc, on replonge pardon, dans cet état d'esprit de je vais invoquer une méthode. Ok, donc factuellement, là, ce qui va vraiment se passer au moment de l'exécution, c'est qu'on ne va pas invoquer une méthode, on va envoyer un message, on va essayer d'invoquer une méthode. Ok. Et donc du coup, le palliatif que l'on a dans les langages statiques, c'est de définir des interfaces. Donc on pourrait parler longuement des interfaces, est-ce que c'est une bonne chose ou pas, comment est-ce qu'on les définit. Ça paraît simple, en vérité, lorsqu'on plonge vraiment dans la programmation orientée objet, c'est un peu plus compliqué, mais on va pas trop s'affairer sur ce détail-là. Ok. Donc, hop, pourquoi est-ce qu'on s'embêterait à aller s'appliquer des contraintes aussi poussées? Mais il y a trois raisons. La première, c'est que chaque partie du code ne connaît que le strict minimum dont il a besoin. Et ça, c'est flagrant ici. Je n'ai pas besoin de savoir de quelle façon le storage va être implémenté. Ça peut être un storage. Ben, si vous avez fait un peu de clean architecture et d'architecture hexagonale, ce que je vais vous dire va vous parler d'une évidence absolue. C'est que ce storage-là, ça peut être un système de fichiers local, ça peut être un in-memory, c'est-à-dire ça va juste sauvegarder la data dans la RAM, ça peut être un serveur de fichiers, ça peut être S3, ça peut être une URL HTTP, etc. etc. Ça, c'est le niveau 1 de séparation, mais vous pouvez aller beaucoup plus loin. Vous pouvez avoir des implémentations qui sont beaucoup plus complexes. Et là, on va rentrer dans les design patterns parce qu'on peut avoir, par exemple, un proxy, c'est-à-dire un objet qui va intercepter les appels et qui va, par exemple, mettre en place du cache. Si la data a déjà été écrite ou déjà été lue, lire directement depuis le cache au lieu d'aller taper sur le serveur. Ou alors, on peut avoir un système un petit peu composite, c'est-à-dire on peut avoir un storage selon la data qui est passée. Si c'est du texte, ça va l'envoyer vers un serveur de fichiers. Si c'est une image, ça va l'envoyer sur un serveur d'images, par exemple, ou sur un CDN ou autre. Et donc, toute cette logique-là, elle est encapsulée dans l'implémentation de l'interface. On peut aller beaucoup plus loin. On peut avoir une implémentation qui va faire une rotation, par exemple, qui va envoyer de la data uniquement lorsqu'elle a accumulé au moins 1 méga de data envoyée. Parce que sinon, sans appel à 10 kilooctets, ben, c'est beaucoup moins performant qu'un seul appel à 1 mégaoctet. Parce que chaque appel a un coût. Et tout ça, tout ce que je viens de vous dire, c'est purement opaque. C'est laissé à la discrétion de l'objet qui va jouer le rôle du storage. OK? Donc c'est-à-dire que c'est au-delà du report generator, à la fonction qui va injecter le storage ou éventuellement la fonction, qui va l'injecter à la fonction, enfin ça peut remonter très, très loin, ça c'est encore un autre sujet. La fonction du coup ou la classe qui va, injecter, l'implémentation au storage, c'est elle qui est responsable de dicter quelle implémentation va être passée. Mais du point de vue de ce code-là, ça n'a absolument aucune importance. Ça n'a aucune foutue importance. Tout ce qui est important, c'est de savoir qu'il y a une interface, OK, que je peux lui envoyer de la data et qu'elle va faire son job. Et c'est ça qui est extrêmement important dans le paradigme objet. J'ai pas besoin de savoir comment est-ce qu'elle va le faire. J'ai juste besoin d'être certain qu'elle est capable de faire ce job-là. Et ce qu'on veut dire par certain de faire ce job-là, c'est qu'elle est capable de comprendre le message que je vais lui envoyer, qu'elle est capable de comprendre la data que je vais lui envoyer et qu'elle est capable de me répondre de la façon dont je l'attends. Ça, c'est ce qu'on appelle une interface. Et c'est le point de jonction minimal que vous avez entre cette classe-là et l'implémentation. C'est le contrat, en fait, tout simplement. Donc du coup, on gagne en simplification parce que ce code-là n'a pas besoin de savoir si ça va être envoyé sur S3, multiplexé, délayé, passé par un cache, etc. On s'en tape. Ça n'a aucune importance. Tout ce qui est important ici, c'est que je puisse envoyer cette data, ce report quelque part. Ok. Chaque partie du code ne connaît que le strict minimum dont il a besoin. Premier point. Deuxième point, la customisation. Ça, je viens également de le démontrer. Il est possible d'étendre ou de changer le comportement du programme très facilement. C'est-à-dire que si actuellement je passe par S3, Amazon S3, le système de stockage de fichiers,
et que je veux faire une migration vers, GCP ou vers Azure, par exemple, et ben, je n'ai pas besoin de mettre à jour ce programme-là. Parce que la logique de ce programme-là reste la même. À un moment donné, je veux que tu envoies des fichiers quelque part. Peu importe comment, peu importe où. Ce qui va changer, c'est l'implémentation de la classe storage. Ou plus précisément, ce qui va changer, c'est la classe qui va injecter le storage à report generator. Au lieu de lui injecter un S3 storage, il va lui injecter un Azure storage ou un GCP storage. Et toutes les classes qui dépendent d'un storage peuvent être toutes mises à jour d'un seul coup. Tac. Tout le monde peut passer à S3, tout le monde peut passer à GCP en juste un seul changement de dépendance. Et ça, c'est magique. Surtout lorsque vous avez des contraintes qui sont beaucoup plus avancées. Si vous bossez dans un écosystème qui est instable, comme Node.js, vous avez 10 ORM différents, 10 frameworks différents à chaque fois. Si vous voulez justement avoir un programme sur la durée qui est robuste et que vous pouvez customiser facilement, vous pouvez passer d'un ORM à un autre ou d'un framework à un autre, vous devez impérativement passer par ce paradigme. C'est ce qui permet de le faire, en fait. C'est littéralement le seul paradigme même qui permet de le faire. OK? Petit point de détail, lorsque je dis que c'est le seul paradigme qui permet de le faire, je n'oppose pas la programmation orientée objet à la programmation fonctionnelle, OK? Il s'avère que les 2 fonctionnent très bien ensemble, car les 2 ont des forces et des propriétés et des contraintes qui ne sont pas mutuellement exclusives, OK? Donc on peut les combiner et ça, ce sera un autre sujet à aborder. Donc, customisation, il est possible d'étendre ou de changer le comportement du programme très facilement. Et scalabilité, ben, on vient également de le voir, il est possible d'étendre le comportement du programme avec un impact minimal et local. C'est-à-dire que si j'ai 10 fichiers qui ont besoin d'uploader quelque chose quelque part, si je veux implémenter une nouvelle version du système d'upload, si je veux passer de S3 à GCP, j'ai juste à créer un nouveau fichier, mettre en place l'implémentation et remplacer le code qui injecte des S3 par un code qui injecte des GCP. Donc, dans 99% des cas, si vous êtes sur du PHP avec un framework comme Symfony Laravel ou sur .NET en C Sharp ou sur Spring en Java, vous avez un système automatique de gestion des dépendances. Vous avez ce qu'on appelle une version of control container. Et vous pouvez, en une seule ligne, remplacer toutes vos dépendances. Donc, vous passez de S3 à GCP en une seule ligne. C'est incroyable. OK. Maintenant, tout ce que l'on vient de voir, tout ce petit beau monde a quand même un inconvénient majeur qui est très souvent critiqué, mais là où je peux faire le reproche à certains youtubeurs et à certaines personnes en ligne, c'est qu'ils font la critique de l'inconvénient majeur de la programmation orientée objet sans l'aligner avec tous les bénéfices qu'on vient de voir. L'inconvénient majeur, c'est qu'il est difficile de savoir au moment de la compilation quel code sera exécuté. Mais ça, c'est by design. Là, je sais que, enfin, plutôt, je ne sais pas quelle fonction va être invoquée à l'issue de cet appel-là. À ce moment-là, au moment où j'analyse le code, c'est impossible à savoir. Au niveau de l'analyse statique, c'est impossible à savoir. Ok. Donc c'est une force. Ça signifie que j'ai un point d'extensibilité. C'est ce qu'on appelle ce que, comment il s'appelle, Michael Feather appelle un SIM dans son livre Refactoring, Working with Legacy Code. Donc c'est un point de jonction, c'est un point de changement, c'est un point de customisation. Ça implique que du coup, je n'ai pas le détail de ce qui va être injecté, et donc que, au moment de la compilation, je ne sais pas, quel code va être exécuté. OK? Mais ça nous apporte les 3 avantages qui sont là. Les 2 vont ensemble, en fait. C'est une loi de base dans l'ingénierie logicielle. Dès qu'on a un avantage, il y a forcément des inconvénients qui vont avec, c'est-à-dire l'opposé de ces avantages. Donc c'est le prix à payer pour obtenir la scalabilité et surtout, ce qui est intéressant, c'est que c'est un trade-off qui se retrouve partout ailleurs dans l'ingénierie logicielle. Par exemple, les microservices. Chaque microservice est simple à développer et à comprendre parce qu'il encapsule vraiment une partie spécifique d'un domaine de l'application. Mais le flow d'exécution d'une action est difficile à tracer à travers les microservices. Et ça, le problème, c'est qu'on perd un petit peu le fil de ce qui se passe dans le système parce que les microservices sont par nature réactifs. Il va se passer quelque chose dans un endroit, par réaction, il va se passer autre chose dans un autre endroit, etc. etc. C'est difficile de savoir quelle va être la conclusion en fait d'une action. Ce qui est intéressant d'ailleurs, parce que les microservices sont une excellente représentation du paradigme objet à l'échelle du process.
OK? Et ça, c'est important, à l'échelle du process. C'est-à-dire que là, le paradigme objet dont on a parlé jusqu'à maintenant, c'est à l'échelle du programme. C'est-à-dire au niveau du code source du programme, on voit que l'on a des interfaces qui communiquent par des messages et cetera. Mais on peut pousser ce principe-là, à l'échelle des processus. C'est-à-dire qu'on a des processus indépendants qui sont développés et déployés indépendamment les uns des autres, qui communiquent ensemble par message. Donc l'exemple le plus simple que je peux vous donner, c'est celui des API. Vous avez, un système qui a une API, c'est son interface publique. Vous communiquez avec en lui envoyant des messages, il vous répond avec des messages. La façon dont il fonctionne, dont il encapsule son état interne et cetera, none of your business. Et si jamais l'implémentation change, il y a un nouveau déploiement, par exemple, vous ne le savez qu'au moment où vous faites votre appel API. Ça, c'est le extreme late binding. Donc, d'une manière générale, les services, les process sont, une bonne représentation du principe des objets et les microservices en sont une excellente parce que eux vraiment, ils vont pousser le principe de réactivité et de focus sur les messages à leur paroxysme. Et ça également, c'est un autre sujet. Donc c'est un trade-off qu'on apprend à apprivoiser avec le temps, la maturité et l'expérience. Et la seule chose que je peux vous encourager à faire, c'est de le pratiquer, d'aller vraiment chercher, dans les tréfonds du paradigme pour voir comment est-ce que vous pouvez l'implémenter dans vos programmes. Et si ça vous intéresse, j'ai écrit tout un livre sur le sujet qui s'appelle Pragmatic Object, OK, qui est en anglais. Je l'ai écrit, en anglais parce que c'est plus simple pour moi de m'exprimer sur ce sujet-là en anglais et qui contient quand même pas mal d'articles, pas mal de contenu et surtout qui est très, très, très focus non pas sur les constructions, c'est-à-dire les classes, les objets, les détails en fait, mais beaucoup plus focus sur le design, l'intention et comment est-ce qu'on commence à vraiment penser en termes d'objets. Donc le lien c'est book.pragmaticobject.com et si ça vous intéresse, vous pouvez également rejoindre mon Discord. Je vous mettrai le lien dans les trucs de la vidéo. Et sur ce, je vous dis à bientôt.